Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, notre invitée, c'est Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On a énormément de questions à vous poser. On va commencer par une annonce cette semaine sur notre plateau de Marc Ferracci, qui est proche d'Emmanuel Macron. Cette idée d'arrêter d'indexer le SMIC sur l'inflation. L'argument, c'est que ça baisse la compétitivité de notre économie, ça rend les bas salaires moins intéressant pour les entreprises et donc ça, à terme, va entraîner du chômage. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument ? Je suis sensible, non, à l'argument, parce que je pense que on n'a pas la même définition de à quoi doit servir le SMIC. Le SMIC, c'est le salaire d'entrée dans la vie active lorsqu'on n'a pas de qualification. Ça doit donc permettre à quelqu'un qui travaille à temps plein de pouvoir vivre de son travail. Or, on sait que les personnes aujourd'hui au SMIC, malgré le fait que le SMIC soit indexé sur l'inflation, ils n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Donc, c'est un désaccord que j'ai avec cette proposition. Je pense que la meilleure façon de travailler sur les évolutions salariales, c'est la négociation dans les branches, dans les entreprises, et que plutôt que de laisser les employeurs libres de négocier comme ils le souhaitent, il vaudrait mieux les inciter à négocier. Et la proposition de la CFDT serait par exemple de faire en sorte que les branches professionnelles qui ne négocient pas, ou pas suffisamment, on a des exemples encore, il y a des branches comme les bureaux d'études, comme les prestataires de services, hôtesses d'accueil, téléconseillers. Ce sont des secteurs qui ont 5 coefficients sous le SMIC, c'est-à-dire que les employeurs ne veulent pas négocier, veulent encore et assument d'avoir encore des coefficients sous le SMIC, ce qui fait que pour les salariés, vous pouvez avoir des évolutions, évoluer dans la grille de salaire, mais être payé au SMIC, ce qui est inacceptable. Donc il faut pouvoir contraindre, je pense, ces négociations de branches. Et nous, ce que l'on propose, c'est que les branches qui ne négocient pas, elles ne doivent plus bénéficier d'exonération de cotisation. Ça serait aussi du plus pour les recettes de l'État. Justement, Marc Ferracci, il dit que cette mesure de désindexation, ça favorise la négociation dans les branches. Et d'ailleurs, l'exemple qu'il donne, c'est qu'il y a 11 pays en Europe qui n'ont pas de SMIC. Et c'est là où le dialogue social fonctionne le mieux. Alors, ce sont des pays où il n'y a pas non plus la même culture du dialogue social. Si on fait référence aux pays du Nord, notamment du Nord de l'Europe, comme au Danemark, la négociation, elle est extrêmement dynamique. Pour une simple et bonne raison, que c'est que culturellement, c'est une pratique qui date de plusieurs dizaines d'années, et que la partie employeur a bien compris l'intérêt de négocier, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les employeurs en France. Donc, moi, je pense qu'il faut pouvoir inciter à la négociation au maximum, mais plutôt que de laisser un cadre extrêmement large, côté employeur notamment, il vaut mieux cadrer les choses et faire en sorte que les employeurs aient plus d'intérêt à négocier qu'à ne pas négocier. Et on voit très bien que quand le cadre est trop large, je prends par exemple le dialogue social en entreprise. Les entreprises peuvent négocier ou non le cadre des instances représentatives du personnel. Depuis que le cadre est assoupli, les employeurs ne négocient plus. C'est-à-dire que vous seriez contre une nouvelle desserrement des seuils d'entreprise. Ça fait partie des propositions qui sont aussi sur la table, d'être plus souple dans l'application des seuils, 10 salariés. Moi, j'ai pas de dogme autour des seuils, de la simplification, mais c'est pour faire quoi ? Et considérer que les seuils sociaux sont des obstacles au développement économique, je suis en désaccord avec cette affirmation. Ça n'a jamais été éprouvé. Et cette question, quand on passe de 10 à 11 salariés, on a tellement de contraintes en plus qu'on ne va pas embaucher le 11e en fait. Ça, je suis pas sûre que ça a été prouvé, d'une part. Après, qu'il y ait des besoins de simplification administrative et qu'il y ait des attentes de ce côté-là, je suis tout à fait prête à l'entendre et à regarder. D'accord. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment des droits sociaux des travailleurs. Le travail sera au cœur du discours de politique générale de Gabriel Attal qu'on attend demain à 15h. La question du travail et des rythmes, elle est aussi au cœur de la mobilisation des agriculteurs qui ont cette impression de travailler beaucoup seuls face à une société française
française qui, elle, veut de moins en moins travailler, notamment du côté des salariés qui sont plus protégés que des gens qui sont à leur compte. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a cet écart aujourd'hui entre la France qui travaille beaucoup et celle qui veut moins travailler? Moi, je vois pas du tout la photographie, je la fais pas du tout sous cet angle-là. Ce que je comprends de la colère des agriculteurs, c'est qu'ils considèrent qu'ils travaillent et qu'ils ne bénéficient pas de la juste répartition de la richesse, en fait, de ce qu'ils produisent. Donc, on a un enjeu de mieux articuler, de mieux partager la valeur entre agriculteurs, agroalimentaires et distributeurs. Ça, c'est certain. C'est aussi le cas de beaucoup de salariés qui sont dans des chaînes, je pense par exemple à l'automobile, où quand on est sous-traitant de rang 2 ou 3, tout en bout de la chaîne, on n'a pas les mêmes droits non plus et on ne partage pas la même valeur que quand on est dans un grand groupe, par exemple. Donc je pense que l'enjeu n'est pas de travailler plus, travailler moins. Nous, on a fait une enquête avec la Fondation Jean Jaurès, CFDT, Fondation Jean Jaurès, sur la société idéale. Les salariés, les travailleurs qui ont été interviewés, donc c'est près de 9000 personnes, ils disent pas la question n'est pas de travailler plus ou de travailler moins, la question est de travailler mieux. Et c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est le partage de la valeur, pouvoir d'achat, vivre dignement de son travail et avoir les bonnes conditions pour bien faire son travail. C'est ça l'enjeu aujourd'hui auquel le Premier ministre va devoir répondre. Mais Marie-Lise Léon, si on est très concret sur le prix des produits agricoles, il y a aussi l'arbitrage que font les consommateurs. Il y a évidemment la question de l'industriel, de la grande distribution. Mais un consommateur, quand il a face à lui des tomates, des fruits et légumes français et étrangers, parfois il va vers les étrangers parce qu'ils sont moins chers. Et là, ce n'est pas une question de répartition de la valeur ajoutée, c'est juste que les conditions de production dans d'autres pays sont plus favorables et que les prix sont plus bas, notamment en matière de normes environnementales. C'est ce que disent les agriculteurs. C'est ce qu'ils disent. Donc il y a un enjeu de lutte contre le dumping social et il y a aussi un enjeu d'avoir des règles, que chacun joue sur le même, terrain. Le terrain de jeu n'est pas égal aujourd'hui. C'est ce qu'il faut traiter, notamment à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Nous, on est extrêmement favorable à l'instauration de ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est-à-dire que dans un accord de libre-échange, les règles du jeu, elles soient claires et qu'elles soient vraiment les mêmes, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Ça, je pense que c'est un impératif qu'il faut pouvoir travailler et revoir. Libre-échange comme celui du Mercosur qui est en cours de négociation. Nous, on n'y est pas favorable. Donc, je pense qu'il faut vraiment remettre les choses à plat et de se dire quels sont les enjeux aujourd'hui. Et je pense qu'on peut avancer en travaillant à la fois sur les questions très concrètes que les agriculteurs ont et ne pas renoncer à la transition écologique juste, qui est de toute façon indispensable pour l'avenir de tout le monde. On va parler de la loi immigration dans un instant, mais juste avant sur la question du chômage, parce qu'on attend des clarifications sur la politique de Gabriel Attal et sa vision. Ça devrait se contraindre un petit peu plus pour les chômeurs dans les prochains mois. Est-ce que le timing est bon, sachant que le chômage augmente légèrement? On n'est pas dans des montants très importants, mais on est plutôt sur une augmentation. Alors, le timing n'est pas le bon. 2, la solution n'est pas non plus la bonne. Nous, ça fait plusieurs années que l'on explique au gouvernement que la lutte contre le chômage, elle ne passe pas par la réduction des droits des chômeurs. Réduire les droits des chômeurs, c'est considérer que être au chômage est un choix et que la plupart des chômeurs sont au chômage et restent au chômage parce qu'ils ne veulent pas retourner à l'emploi. Ça existe de façon exceptionnelle, pour avoir fait moi pas mal de rencontres de conseillers de Pôle emploi. Maintenant, France Travail, ce sont des situations qui existent, mais l'immense majorité des chômeurs veulent retrouver un emploi rapidement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces offres non pourvues, toutes ces milliers d'offres qui attendent? C'est regarder pourquoi elles ne sont pas pourvues. Quel est le niveau de salaire? Quels sont les rythmes de travail? Quelles sont les conditions de travail? Donc, je pense que les employeurs qui ne se posent pas cette question de l'attractivité de leurs emplois, toutes ces offres ont un loup, ou un problème. Alors c'est parce qu'elles ne sont pas attractives qu'elles ne sont pas pourvues. Je pense qu'il y a un sujet d'attractivité. Il y a un vrai sujet d'attractivité, notamment en termes d'horaire. Et quelque chose que les employeurs doivent intégrer, c'est qu'aujourd'hui, la centralité du travail n'est plus la même qu'avant le Covid, que les personnes font aussi des choix en fonction de la possibilité d'articuler leur emploi et leur vie personnelle. C'est pas un peu des enfants gâtés?
Non, pas du tout. Mais être un enfant gâté et refuser un emploi parce qu'on n'est pas en capacité non plus de Non, le mais c'est pas ça que je pourvoir, voulais dire, c'est que c'est vous pas parlez être un enfant gâté. Comment vous voyez cette évolution du rapport au travail? Le rapport au travail, moi je pense qu'il faut le regarder de près et essayer de le comprendre. Considérer que les gens deviennent paresseux ou ne respectent plus la valeur travail. Je n'ai pas dit paresseux, je dis juste que l'arbitrage entre vie privée et travail n'est pas tout à fait le même qu'il y a 20 ans, par exemple. L'arbitrage n'est pas le même, et le Covid, on a eu un phénomène, pendant le Covid, on a eu un phénomène de transfert de beaucoup de salariés de l'hôtellerie-restauration vers la logistique. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui gagnent exactement la même chose, et les salariés nous disent: je peux avoir dans la logistique mes soirs et mes week-ends. Je ne pense pas que ça fait partie de choix que l'hôtellerie-restauration doit intégrer en disant: comment je réfléchis au rythme de travail et aux horaires. Quand on était avec la directrice générale de McKinsey France tout à l'heure sur ce plateau, on était un peu frappé de l'écart d'efficacité, de performance et donc de revenus entre les Américains et les Européens et les Français notamment. L'écart qui s'est considérablement accru depuis 2010. Vous ne pensez pas que c'est en partie lié au fait de ce rapport au travail? Oui, et d'ailleurs aux États-Unis, on a parlé de grandes démissions, que des secteurs entiers voyaient des salariés partir. C'est terminé, mais je pense que les employeurs ont réfléchi un peu différemment aussi à la façon de faire revenir les salariés. En France, on n'a pas eu de grandes démissions, on a eu une grande déception. C'est-à-dire que l'investissement au travail est insuffisamment reconnu, et donc c'est à la fois symbolique, c'est permettre d'évoluer dans sa carrière. Nous, on prône, et c'est ce qu'on va négocier dans la négociation interprofessionnelle qui a démarré, comment on relance l'ascenseur social en France, c'est un enjeu majeur. Sur la loi immigration, le Conseil constitutionnel a censuré une bonne partie de ce qui était passé à l'Assemblée nationale. Vous dites quoi? C'est un soulagement? C'est un texte pro-business qui revient? C'est quoi votre analyse? Je pense d'abord aux personnes directement concernées, donc c'est plutôt un soulagement pour elles. Il reste encore des mesures problématiques dans cette loi. Et je suis surtout avec des modèles. Alors, il y a la possibilité d'avoir. Il va y avoir un débat futur sur l'aide médicale, l'aide médicale d'État. Donc voilà, je pense que la partie n'est pas finie. Au-delà, il va y avoir un durcissement aussi pour un certain nombre de régularisations de personnes. Il y a un assouplissement avec la possibilité de demander sur les sans-papiers. Il y a un assouplissement avec la possibilité d'avoir 2 canaux. Donc, c'est pas complètement clair. Ça reste à la discrétion des préfets. Là où moi, je suis inquiète, c'est que, pour les personnes qui travaillent, qui mérite d'être régularisé, la vie va être quand même plus compliquée, globalement. Normalement, la loi est faite pour eux parce qu'ils pourront en fonction demander des secteurs dans lesquels. Oui, mais ça reste quand même assez discrétionnaire. Et le deuxième sujet d'inquiétude avec cette loi d'immigration, c'est la façon dont elle abîme les institutions. C'est-à-dire que considérer que le Conseil constitutionnel modifie la loi parce qu'il a un avis sur le sujet, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ça s'appelle l'état de droit, non? La droite, c'est l'état de droit, sauf que ce qui me pose problème, c'est que le Parlement ait adopté une loi qui comporte autant de dispositifs anticonstitutionnels et qu'après on considère que c'est la faute du Conseil constitutionnel si un certain nombre de dispositions ont disparu. Ça, je trouve ça extrêmement grave et irresponsable de la part et de l'exécutif et du Parlement.